me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. お前はもう死んでいる。何？Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Grand Popcast, le podcast de Le Grand Pop. Aujourd'hui, pas d'actualité, on sort de l'actualité, on va vers un sujet que nous n'avons pas encore traité pour l'instant dans ce podcast. On va vous parler d'animation japonaise, mais avec notre petite sauce à nous. On va revenir en enfance, on va découvrir l'enfance du pop, l'enfance des gens qui font le grandpop.fr, à commencer par moi-même, Phlegmatique. Je suis très heureux encore une fois d'être votre animateur pour cette émission, et avec moi il y a des gens qui ont grandi, qui ont été bercés de cette animation japonaise depuis leur plus tendre enfance, à commencer évidemment par notre tortue géniale à tous. Je vais bien entendu parler de Menro. Bonjour Menro. Et bonjour cher ami, bonjour à toutes et tous. Moi je suis particulièrement content de parler avec vous aujourd'hui de tout ça, parce que c'est quelque part, et les gens le savent assez peu, c'est une de mes spécialités quasiment, l'histoire des dessins animés de la télévision. Alors là évidemment on n'est pas de la même génération et ça va un peu se faire ressentir, je pense, dans vos choix, mais c'est vrai que je suis pile à l'âge d'or parfait, je trouve, désolé messieurs, puisque je suis le chaînon manquant entre les grands frères qui se sont fait Albator, Goldorak et toute la clique, et vous, chers héritiers fans de Pokémon. Je suis de la génération Club Dorothée. Ça commence. Il l'a lâché, et puis il y a bien sûr notre Weebmaster devant l'éternel qui va aller explorer un pan que vous ne connaissez pas de l'animation japonaise, mais comme d'habitude il saura trouver les mots pour vous le faire découvrir. C'est bien sûr Otaksu. Bonjour. Ouais, là où Menro va sur le l'âge d'or machin, parce que vous comprenez, je suis Menro, le chaînon manquant. Moi je vais dans le avez-vous le 56K à l'époque, avec les fantrades les plus dégueulasses du monde. Donc au moins c'est bon, on a chacun couvert quelque part un large espace. Mais évidemment c'est dans le pseudo, donc moi je suis très heureux d'avoir cette thématique aujourd'hui. Voilà, tu vas pouvoir t'exprimer à fond, et puis vas-y, on va te laisser partir dans tes Weebris là, voilà. C'est vrai que moi je vais être dans la nostalgie pour beaucoup de gens, toi tu vas être dans la découverte. C'est pas mal. Après les vrais sauront. Les vrais, les sachants sacheront, et je serais très ravi de vous faire le versant complètement grand public, mais parfaitement assumé de ce trio. Donc pour revenir au sujet, oui, animation japonaise, on va préciser 2-3 petites choses. En tout cas, dans la sélection que nous on a fait, on a sélectionné 3 chacun, avec une petite reco finale commune pour arriver à un total tout à fait rond et pas du tout hasardeux de 10. Voilà. C'est un peu le numéro complémentaire qui nous réunit. Exactement. C'est la fusion de toutes ces influences. On pourrait appeler ça les vraies valeurs. Voilà, exactement. L'alpha et l'oméga. Et donc l'idée, c'est d'aller piocher dans les dessins animés japonais qui ont été diffusés à la télé. Donc on va pas parler de films sortis au cinéma, ni d'OAV diffusés chez nous de façon plus ou moins légale, voilà. Non, on va se concentrer sur ce qui est en tout cas ce qui a été diffusé. Menro l'a dit, on va traverser les époques, c'est-à-dire qu'il va y avoir aussi bien des années 80 que, on va peut-être pas aller jusqu'aux années 2010, mais en tout cas bien le milieu des années 2000, mais ça va traverser un petit peu les décennies comme ça, et surtout l'idée c'est de voir à travers eux à quel point ils nous ont marqué, à quel point ils ont influencé une partie de notre futur, de nos influences à venir. Et tout de suite, on va commencer dans le vif du sujet. Menro, tu as déjà commencé un petit peu à l'évoquer, mais tout simplement, ça a commencé comment pour vous l'animation japonaise, et quels étaient sinon pas les titres, parce que les titres on va y revenir, mais en tout cas peut-être des genres de prédilection. Qu'est-ce qui a fait que ça vous a accroché tout de suite? Alors, moi je suis obligé de resituer un petit peu comme on l'a dit, hein. Alors, on me chambre beaucoup sur mon âge, ou ce genre jamais ici en tout cas, ou ce genre de choses. Donc je suis né au début des années 80 en vrai.
en Est-ce que 1980. tu te souviens des soirées? Ouais, mais pas le siècle d'avant. Enfin, si celui-là, mais pas celui-là. Enfin, j'avais compris. Enfin, vous m'avez compris. Moi, je sais ce que je veux dire. Et du coup, voilà, j'ai un grand frère qui a 10 ans de plus que moi et qui, lui, du coup, regardait du Goldorak, du Capitaine Flamme, du Albator et m'a déjà un peu sensibilisé à ces univers, ces trucs-là. Et moi, dans ma petite enfance, il y a le début de ce qu'on a appelé vraiment l'arrivée de l'animation japonaise un petit peu plus mainstream à la télévision, parce que même s'il y a eu cette génération des années 70, il y a eu un gros boom dans les années 90 et mi-80 et jusqu'à la fin des années 90. Et en gros, ça commence avec tout ce qu'il y a eu sur Récréa 2. Récréa 2, donc c'était France 2, donc, qui s'appelait Antenne 2 à l'époque, qui commence avec une animatrice toute débutante qui s'appelle Dorothée à présenter d'autres œuvres d'animation japonaise. Mais on ne savait pas forcément que c'était des dessins animés japonais. Il y a des Rémi sans famille, il y a pas mal d'adaptations de la littérature et... comme le fait Hayao Miyazaki chez Ghibli, un ancrage de l'univers dans quelque chose de très européen, pastoral, rural. Belle et Sébastien, Heidi, tout ça, ouais, Par Heidi. contre, ça se Candy. prononce Ghibli. D'accord, mais voilà, et tu vois, tu parles de Heidi. On n'a pas commencé, oui. Tu parles de Heidi. Heidi, c'est Isao Takahata, par exemple. Le Sherlock Holmes avec des chiens, c'est Miyazaki déjà. Donc voilà, moi, je grandis avec cet univers-là. Et arrive après le Club Dorothée, alors avec tous évidemment là les errements qu'il y a pu y avoir chez AB Prod, mais je fais partie de cette génération qui s'est mangé l'arrivée des shonen en France de première génération, et donc c'est pour ça que j'ai une collection de mangas de plus d'un millier d'exemplaires, première édition de la plupart des trucs, Et de figurines aussi. et de figurines, mais que des Chevaliers du Zodiaque, et on va y revenir tout à l'heure. Donc voilà, mon rapport à l'animation il est là, et après forcément je suis de cette génération qui commande des cassettes vidéo NTSC, qui doit trouver des solutions, parce que nous on avait un système en PAL SECAM, donc pour pouvoir voir des vidéos, les commander par correspondance. Je suis la première génération à avoir les Lodos, à avoir les Evangelion, à avoir les Escaflowne et tout ça, et du coup je suis très content quand je vois arriver sur le câble et le satellite des séries comme GTO bien après et ce genre de choses, et jusqu'à... Tu as cité beaucoup trop de mots qui ont perdu tout un pan d'une certaine génération, des trucs comme correspondance, satellite, VHS. Mais voilà, mais moi j'ai vraiment ça, et pour arriver après jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui avec les plateformes, etc. Alors c'est vrai que je regarde beaucoup moins d'animation qu'à l'époque, je suis beaucoup plus sélectif, mais aussi parce que j'en ai mangé énormément. Mais voilà, si on devait avoir comme une caricature, vous savez, tous ces gens-là qui n'arrivent pas à lâcher les années 80 au niveau musique, et j'ai un peu quelque part cette espèce de tavisme par rapport aux animés de cette époque-là. C'est-à-dire que j'aime énormément, même au premier degré, des conneries comme, je sais pas, des trucs qu'on avait pu avoir comme Gugu Ganmo, comme Lucie l'amour et rock'n'roll, Golden Boy. comme alors Golden Boy ça arrive bien après. Juliette, je t'aime. Juliette, je t'aime, voilà. Ah, Moi, qui- mais ouais, moi je suis. En plus, Juliette, je t'aime. C'est Rumiko Takahashi, c'est celle qui fait Ranma après. Enfin voilà. Tu vas trop loin, on est sur l'intro. Elle était remerciée à Angoulême il y a pas longtemps. Voilà. Donc voilà. du coup, Faut jamais lancer Menro, vous l'avez compris. Oui, mais l'idée c'est aussi de parler éventuellement, et tous ceux que tu as cités, c'est donc pas ceux qui Non. ont fait ta sélection. voilà. Donc j'en ai cité plein. À la base, tu devais parler de toi. Mais justement, je parle de moi, de tout ce que j'ai traversé. C'est-à-dire que je connais par cœur tous ces génériques à la parole près. Tous les génériques pourris de Bernard Minet, c'est quoi? C'est 10%. Mais les 90% que tout le monde a oublié, je les ai connais par cœur. Ah bah restez avec nous puisqu'il y aura une séquence karaoké à la fin de ce Mais non, podcast. mais- Alors, en vrai, tu déconnes, mais je suis gavé chaud. J'aimerais tellement pouvoir enlever de mes clusters mentaux tous ces genres de trucs pour faire de la place pour de nouvelles choses, mais non, c'est ancré au plus profond de moi. Et j'ai même poussé le vice aujourd'hui où je connais les compositeurs, les paroliers de la plupart. Enfin, j'ai Je l'ai étudié vu ça. créer le J'ai un Excel tableau pour Excel. l'étudier. C'est Voilà, terrible. donc je vous rends la parole, mais voilà, c'est pour vous dire que pour moi l'animation japonaise elle est prépondérante, elle est ultra ancrée, mais pas que. C'est-à-dire que je suis aussi issu d'une famille très portée sur les productions culturelles, et la sélection que je vous ai faite aujourd'hui, elle a tendance à vouloir réunir ce que j'appelle les anciens et les nouveaux. C'est-à-dire qu'elle fait le pont à chaque fois entre ma culture un peu classique et ce que moi j'ai pu récupérer et rajouter dans ce grand fleuve. On en parlera tout à l'heure.
Otax, tu comptes nous faire aussi long ou Absolument pas. Je n'aurais même pas la verve haute de pouvoir faire tout ça. Non, moi, honnêtement, je ne saurais pas exactement dire quel a été genre mon premier contact avec les mangas, les animés. Ce que je peux retracer plus ou moins, c'est que j'étais un enfant qui avait la chance d'avoir Canal Satellite, le meilleur du numérique, avec des chaînes comme AB1, avec des chaînes comme Manga. Et non pas TPS, soyons sérieux. Oui, voilà, on se respectait dans la famille Lancelin Goldberry. Et où du coup, mes premiers contacts de mémoire comme ça allait être les premiers Dragon Ball, et pas Dragon Ball Z, Dragon Ball, que j'ai évidemment continué sur Dragon Ball Z, les Ranma 1/2, ce genre de trucs où gamin, je ne comprenais rien, mais l'esthétique m'avait beaucoup agrippé. J'ai quelques souvenirs comme ça de vacances avec ma grand-mère, dont les tableaux nous entourent quand on enregistre, d'aller dans les papeteries où quand ma cousine et ma sœur chopaient des Diddle ou je sais plus quoi, l'espèce de souris là. Souris dégueulasse. La vache, voilà. ouais, tu viens de ressortir un truc du néant là. Ah bah on est dans l'enfance du pop. Hein. C'est quand t'avais ta t-shirt de Waikiki ça. Le pire c'est que je crois que oui, tu vois. Moi je chopais les premiers mangas Pokémon qui avaient une couverture solide. Je chopais un petit magazine Card Captor Sakura avec les cartes de Clos à découper soi-même ou ce genre de choses. Mais là où j'ai commencé à vraiment creuser, c'est lorsque Game One, bien avant qu'ils se mettent à diffuser Naruto, donc bien avant le rachat avec tout ce qu'on connaît, ce qui a changé derrière, diffusait des mangas, enfin des animés plutôt, en VOST, dont un qui m'a particulièrement marqué, dont je vais parler aujourd'hui. Et à partir de là, j'ai connu l'expansion du web et du fantrad en fait. Et c'est là où j'ai commencé à creuser en fait un genre qui va être mon genre de prédilection, qui est le slice of life. Donc des petites tranches de vie, pas forcément les gros shonen avec des gars qui ont plein de pouvoirs, même si évidemment j'ai connu le grand Big Three qui était Naruto, One Piece et Bleach. Mais moi j'allais vers du Azumanga Daioh, du Lucky Star, du Suzumi Haruhi no Yutsu pour ceux qui ont connu. C'est ce genre de choses qui m'a vraiment marqué. Et aujourd'hui, c'est ce que je cherche à retrouver quelque part, ces espèces d'animés qui te parlent de la vraie vie mais qui pètent un câble à un moment quoi, avec un humour très, très absurde souvent, mais qui ne s'empêche pas d'être touchant en fait. Et beaucoup de choses qu'on retrouve aujourd'hui dans mes passions me viennent en fait ces 3 animés que j'ai sélectionnés du coup, qui si vous les regardez, vous comprendrez très vite au bout des 3 visionnages genre ah c'est pour ça sa personnalité en fait. Bien à la fin vous saurez. Et pour moi, de mon côté, comme je l'ai dit, ça va complètement représenter le versant grand public de l'animation japonaise, mais je crois que ça a commencé. Je ne m'étais pas complètement formulé avant, mais je pense que j'ai mis le doigt dessus, sur quelque chose dont je me suis demandé si je ne l'avais pas finalement fantasmé. C'était, je crois, je ne suis même pas tout à fait sûr, mais je crois que ça existait à un moment donné, qu'à Noël, autour de minuit, France 3 diffusait un ou plusieurs épisodes d'Albator. J'ai ce souvenir-là d'être chez mes grands-parents et après la remise de cadeaux, après le repas, etc. Je me mettais devant la télé et je regardais ça. Et j'avais cette fascination pour le look de ce mec complètement, over the top, ultra charismatique, avec ses cheveux au vent, sa cicatrice, son vaisseau ultra stylisé à tête de mort. Et vraiment, c'était un truc que j'avais fini par attendre chaque année, à me dire ah Noël arrive, cool, je vais pouvoir regarder Albator. Il y a une fois où j'allume la télé, je me dis ah c'est le moment, et là rien. Une déception comme j'en ai rarement vécu de Albator devient les bâtards. Ah ouais, ça neige. Donc voilà, je sais pas, je pense que ça a dû exister, peut-être que c'est vraiment quelque chose qui a duré 2-3 ans, mais en tout cas ça m'avait vraiment marqué. Et derrière, un peu comme toi, quoi, c'est le côté plus télévision, enfin le côté satellite, quoi, avec des trucs qui m'ont marqué sur des chaînes comme Canal J et même MCM diffusé. MCM, c'est là où j'ai Fox Kids qui est devenu Jetix après. Ouais, voilà, exactement. C'est sur MCM que j'ai découvert moi Dragon Ball Z. J'étais trop jeune pour faire partie de la génération Club Dorothée, même si je pense que Pokémon est un des premiers mangas que j'ai vu aussi, et des premiers animés que j'ai vu aussi à la télé. En même temps, il y avait M6 qui contribuait un petit peu à ça, qui a diffusé Gundam pendant un temps, Sakura, tu l'as dit. Et après, pendant mon adolescence, ça a dérivé sur quand je rentrais de l'école, c'était il devait y avoir Shaman King sur Fox Kids. Je crois qu'il y avait
C'était Il y avait Monster Rancher, il y avait Medabot. Je sais pas si tu les as connus, Ouais, ceux-là. ça me dit rien, mais c'est de moi, cette période-là. moi c'était aussi via Canal. Il y avait Yannick qui faisait partie du duo Yannick et Johan sur Game One qui avait repris Level 1 de Marcus. On est vraiment en train de faire un podcast de vieux cons là, on prend que des vieilles références, mais qui dit qu'il y avait une émission, Attends, je vous laisse parler là. qui avait une émission d'animation japonaise, et c'est là que j'ai découvert notamment GTO. Et en parallèle, il y avait Manga où il y avait aussi même si je les ai beaucoup moins vus, mais je savais qu'il y avait classiques. diffusé. Il y avait les Cat Size, les Nicky Larson. J'ai plus vu moi Ranma 1/2, ce genre de cette époque-là du manga, même si je l'ai pas forcément beaucoup suivi. C'était des choses que j'ai vues. Et Game One, tu l'as dit, qui diffusait. Moi aussi, j'ai regardé les épisodes de la série dont tu vas parler que je ne vais pas spoiler. Mais il y a eu ça. Il y a eu aussi Lovina, ça passait à ce moment-là. Et ensuite, ils se sont mis à Lovina, diffuser Naruto, etc. Et c'est là effectivement où je suis un peu plus rentré comme toi sur le côté internet, même si j'avais des grands classiques et je suis pas allé creuser non plus trop loin. Et encore aujourd'hui, je crois que je cours plus trop après, même vraiment les gros animés qui cartonnent. J'ai vu Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, comme tout le monde, mais j'ai assez vite décroché sur la dernière saison, ça me parle plus du tout. Moi, je crois qu'aujourd'hui encore, je poursuis mes premiers émois, mon premier amour, Shinobu de Lovina, quoi. Ouais. Même encore aujourd'hui, hein, c'est terrible. Ouais, non, il y a ça, et même des trucs comme The Promised Neverland que j'ai essayé de regarder et tout, ça me parle plus trop, je crois, aujourd'hui. J'arrive plus à trouver des trucs vraiment qui m'accrochent. Même Gurren Lagann que tu m'as filé il y a une plombe, Pourtant, merde. j'ai du mal à rentrer dedans. Mais donc, voilà pour cette longue introduction, mais vous avez le contexte. Menro, quelque chose à rajouter? Ouais, non, parce qu'à la base, tu avais posé la question de qu'est-ce qu'on va pas avoir. Tu l'as pas déjà dit ça? Et non, justement. D'accord, ok. Et j'aurais pu, justement, moi de mon côté, juste pour finir, j'ai vachement hésité. Je voulais parler des Chroniques de la guerre de Lodos, mais c'est pas un souvenir de l'enfance, c'est un souvenir de l'adolescence pour moi. Et donc je voulais vraiment revenir dans ma prime enfance. J'avais Musclor, mais Musclor, j'en ai parlé sur le Grand Pop à travers un remake de Kevin Smith qui est vachement bien, regardez-le, mais c'est américain, donc on n'est pas dans l'animation japonaise et son adaptation. Du coup, Dragon Ball, je me le sentais pas de le faire comme ça. Voilà, on fera peut-être un épisode dédié, mais voilà, donc du coup j'ai essayé d'aller à quelque chose de plus, voilà, Ken le survivant, je me suis imaginé des trucs comme ça, mais voilà, donc ma sélection, comme je vous dis, elle a un sens, vous allez voir, dans ce que les trois œuvres se répondent. Moi, il y aura des choses qui seront aussi liées un petit peu à mon adolescence ou préadolescence, c'est vrai que c'était l'époque où, en tout cas, ce qui me concerne, il y avait un peu plus, en tout cas, un nouveau sursaut de l'animation américaine qui arrivait au début des années 2000, où j'ai vu des trucs, enfin vraiment des adaptations de X-Men, Man in Black, Ghostbusters, ce genre de trucs un petit peu oubliés aujourd'hui, mais qui faisaient partie de ce que moi je regardais. Le Batman Taz, toi Et aussi, j'ai été complètement Batman bercé. Taz, Voilà, évidemment, si j'avais un dessin animé ultime de mon enfance, c'est complètement Batman Taz. Donc il a fallu que... Pas que je creuse, parce que c'est quand même des trucs assez évidents de mon côté, mais ça déborde un petit peu de l'enfance. Eh bien, Menro, c'est parti, c'est toi qui vas commencer. Donc, comme j'ai dit, on en a 3 chacun, et on commence tout de suite. Complémentaire à la fin. Alors Exactement. oui. Bah écoute, moi je vais commencer, je les ai fait par ordre chronologique, même si évidemment avec vos sélections respectives, ça va s'intercaler. Je voulais vous parler, alors moi les 3 sujets dont je vais vous parler, j'en ai déjà parlé sur le Grand Pop. Donc n'hésitez pas à aller consulter le site, voilà, c'est l'enfance du pop, c'est une catégorie qui est dédiée à nos souvenirs de jeunesse, et moi j'ai déjà parlé donc des œuvres que je vais aborder aujourd'hui, mais ça va me permettre de préciser un petit peu les choses. La première, c'est Ulysse 31. Alors ceci étant dit, Ulysse 31, je vais resituer très rapidement ce que c'est. C'est Ulysse, mais sur son 31. C'est exactement pas ça. C'est le mythe d'Ulysse, donc l'Odyssée d'Ulysse de Homère, mais adapté en science-fiction dans l'espace, au 31e siècle, si tu veux aller jusqu'au bout du 31. D'ailleurs, je fais la vanne dans l'article. Mais voilà, donc faut se remettre au début des années 80. On est sur ce qui s'appelle encore France 3. Et on a 5 minutes d'un épisode de 26 minutes tous les soirs à 20h. Ça, je sais même pas comment t'as pu le attends, subir, attends, quoi c'est un truc de ouf. Voilà. Oui, à la base, ils découpaient les animés comme ça, quoi. C'est-à-dire que séquences crochet, quoi, tu vois. Juste avant le journal juste après le journal de 19h et avant le journal de 20h, de la 2 ou de la 1, on avait sur France 3 5 minutes d'un épisode de Ulysse. Le lundi, le début, le mardi, la suite, et le vendredi, t'as vu ton épisode complet, et le dimanche matin, t'avais l'épisode complet.
Ah la vache, Et c'est y a des imbitable. Il y a Ouais. des mecs qui aujourd'hui sont obligés d'aller à l'INA récupérer ces petits morceaux de 5 minutes parce que c'est les seuls enregistrements qui restent de ces versions-là. Qui après sont ressortis en DVD, en Blu-ray, tout le truc. Mais donc voilà, donc moi, Ulysse 31, donc c'est l'histoire, je vous l'ai dit, de Ulysse, mais en version science-fiction. Donc déjà, on touche à quelque chose, quand je vous disais que c'était hyper important pour moi, qui arrive, c'est d'un côté la mythologie grecque, et j'ai un papa qui était prof de lettres classiques, et notamment qui faisait pas mal de civilisations sur les mythes grecs et ce genre de choses. Donc j'ai été bercé un petit peu avec les histoires des grands mythes grecs quand j'étais vraiment enfant, et avec Trois jeunes tambours, mais c'est pour d'autres raisons. Et du coup, la science-fiction qui arrive avec ma passion pour Star Wars très très vite, pareil avec l'image de ce grand frère qui m'initie à des choses un petit peu comme ça. Donc on est dans cet entre-deux, entre la vague Goldorak, et Albator et Captain Far, on va pas tous les refaire à chaque fois, et où il y a un creux, et avant d'arriver à l'explosion que sera porté par Dragon Ball, le club Dorothée. Et on est dans cet entre-deux là, et vraiment au moment où pour moi il y a le plus de choix et de possibilités dans l'offre télévisuelle. Parce que évidemment après aujourd'hui avec Internet et les plateformes, le choix il est inattaquable, mais à la télévision, c'est-à-dire que c'est ça qu'on avait et qu'on nous... voilà, donc moi je fais partie de cette génération qui a bouffé des dessins animés à la télé de 8h le matin jusqu'à 17h tous les jours, ou presque, quand il n'y avait pas école. Et du coup, Ulysse, il a ce truc-là, ce petit truc en plus. Alors c'est une série qui a été qui est signée par un monsieur qui s'appelle Jean Chalopin. Alors là, pour le coup... Alors je t'arrête tout de suite, je croyais qu'on parlait d'animation japonaise. Alors justement, c'est une production franco-suisso, voilà, et japonaise. Il y a plein de... à l'époque, on fait appel à des studios. Il n'y a pas forcément, comme va le faire Dorothée, et surtout AB Prod derrière, d'aller acheter des animés, les redoubler, les censurer pour les diffuser. Là, on est dans un savoir-faire d'animation japonaise et des scénaristes qui sont plutôt européens et des réalisateurs. Une logique de coproduction, quoi. Exactement. Et à l'époque, ça se faisait beaucoup. C'est un art qu'on a perdu aujourd'hui, tristement. C'est vraiment dommage. Alors on retrouve des fois avec quelques petites rares petites choses. Je me souviens, le dernier exemple que j'ai en tête, c'est Oban Star Racers, tu vois, pour te dire à quel point ça date, et tout le monde a un petit peu oublié ça, qui était une production en Kama, si je me souviens bien, qui était très inspirée du coup de la menace fantôme, avec des courses de pod, etc., quoi. Et du coup, voilà, donc c'est un monsieur qui s'appelle Jean Chalopin. Alors Jean Chalopin, je voulais en parler après parce que Est-il chaloupé, ce Jean il Chalopin est, je sais pas s'il est chaloupé, mais c'est un grand monsieur roux avec les cheveux un peu longs. Et quand tu regardes Ulysse, tu sens très bien que le marrant, monsieur hein. il s'est mis à l'image. Voilà. Et donc c'était co-réalisé, enfin co-produit avec une nana qui s'appelle Nina Wallmark. Donc pour vous dire, Jean Chalopin, pour les plus anciens, c'est un petit peu le monsieur qui est derrière l'inspecteur Gadget, les mini-pousses, les bisounours, les entrechats, Jace et les conquérants de la lumière, les mondes engloutis, Rahan, ça c'est pour Nina Wallmark, Masque, Pole Position, les cités d'or dont on va reparler tout à l'heure. Donc vraiment les productions Jean Chalopin, c'était tout un pan de cette génération là. Un beau CV, quoi. C'est un beau CV. Et à la réalisation on retrouve Bernard Dayriès qui est juste lauréat attitré de Jean Chalopin, donc qui était derrière toutes les séries que je viens de vous citer. Et à la DA, on a alors DA général, c'est René Borg. René Borg, vous le connaissez sûrement pas, en tout cas pas son nom, mais déjà c'est lui qui a pensé et qui a créé Nono, le petit robot. Mais c'est lui qui est derrière Il était une fois l'homme, Il était une fois l'espace. Donc toutes ces œuvres là, et les Shadok. Moi je crois que j'ai... les Shadok, Moi, je voilà. crois que c'est pour ça que j'ai eu du mal avec l'esthétique Ulysse 31. Je ne me l'explique pas, mais toutes les fois où je tombais sur Il était une fois ce que tu veux, ça me mettait un cafard. Moi aussi. Mais peut-être parce que ça passait le dimanche et que je regardais ça chez mes grands-parents le dimanche alors qu'il pleuvait dehors l'hiver, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un design un peu rond avec des gros nez et tout qui me... Alors, je sais pas pourquoi des couleurs très ternes, en fait. ça me mettait le bourdon instantanément. Par contre, l'explique pas. il y a une petite différence, c'est que notre cher René Borg, il a la DA générale, mais par contre le chara-design de Ulysse n'est pas signé René Borg. Par contre, c'est lui qui a fait effectivement les personnages d'Il était une fois. Non, le design des personnages de Ulysse, on le doit à un duo
Et là, les fans d'animation grande époque doivent sûrement les connaître. Il s'agit de Shingo Araki et Michi Himeno, donc ce sont 2 japonais. Et c'est ni plus ni moins que ceux qui ont designé donc Ulysse, mais aussi le Roi Léo pour Osamu Tezuka, Princesse Saphir, Devilman, Cutie Honey qu'on a connu chez nous sous le nom de Cheryl. La première adaptation de Devilman. Tout à fait. Goldorak, Galaxy Express, Lady Oscar, Lupin 3, qu'on a connu aussi au cinéma notamment, Lucie l'amour et Rock'n'Roy, Les Chevaliers du Zodiaque, Cat Size, l'Inspecteur Gadget, Yu-Gi-Oh! Voilà, donc c'est quand même un duo prolifique de l'animation japonaise en termes de chara design. Là où je trouve que c'est le plus frappant, c'est sur Lady Oscar, où je retrouve qu'on reconnaît vraiment la patte Ulysse. Et ça pourrait limite les transposer dedans, quoi. Lady Oscar Senseiya, c'est pareil. Les Chevaliers, il y a vraiment un lien. Et pareil, plus récemment, Kindaichi Shonen no Jikambo, Ring Nikakero, c'est aussi Shingo Araki et Michi Himeno. Albator, c'était déjà eux. Les Petits Malins, c'était déjà eux. Kojiro, que moi j'aime beaucoup en OAV, c'était aussi Michi Himeno. Donc voilà, on a quand même une espèce de Dream Team derrière. C'est All Stars to All Stars, de l'époque. Multi-pays de l'époque, quoi. Après, je serais beaucoup moins dans la citation pléthorique dans ceux qui viennent, parce que de toute façon, on va retrouver à peu près les mêmes personnes à chaque fois. Mais je voulais revenir. Donc tu fais long là pour faire plus court plus tard, c'est ça que tu es en train de dire ? C'est exactement ce que je suis en train de dire. Je voulais juste finir sur Ulysse. En gros, vous connaissez un peu les voyages d'Ulysse dans l'Odyssée classique. C'est Ulysse qui, par péché d'oubris, donc d'orgueil, est puni par les dieux et ne reviendra pas sur l'île dont il est roi, l'île d'Ithaque. Et tout l'enjeu, c'est que lui et son équipage doivent affronter monts et merveilles à travers des mers perdues pour revenir à Ithaque et pour qu'il récupère et son trône, retrouve sa femme et son fils. Et donc le scénario de base de Ulysse, c'est ça, il y a un épisode, le premier, qui est ultra marquant, où on voit donc dans l'espace de Ulysse 31, Ulysse affronter pour sauver son fils Télémaque une secte adoratrice d'un robot géant qui est un cyclope. Et au passage, sauver 2 représentants d'une race extraterrestre à la peau bleue, un peu comme Thrawn, que sont Thémis et son frère Noumaios. Ce qui est un truc qui se prête en plus super bien à l'animation japonaise, encore plus à l'époque, mais qui est resté aussi à travers les générations, à savoir faire un espèce de road movie, en tout cas vraiment un parcours comme ça du héros, qui est jalonné de péripéties qui sont plus ou moins indépendantes les unes des autres. Tu peux tomber sur un épisode un peu au hasard et l'apprécier comme le suivant ou celui d'après. T'as pas besoin, il y a un petit fil rouge ténu qui relie tout ça, mais dans l'idée c'est un épisode égale une péripétie qui a une conclusion à la fin, quoi. Et puis même esthétiquement, dans les années 80, on est quand même dans l'espèce de gros boom de l'esthétique un peu cyberpunk, etc. Donc dès qu'il y a une espèce de techno-futur, les années 80, c'est juste la base de la base, à tel point que même aujourd'hui, en 2023, on a des comptes dédiés à juste... vénérer, complètement, parce que les années 80, le 80s esthétique, il est incroyable. Le futur du passé est exceptionnel. Ouais. Et ce titre-là, cet épisode pilote, il est hyper marquant parce qu'on a tous les personnages qui sont vraiment identifiés. Le petit robot rouge Nono qui mange des clous, qui va devenir le comic relief régulier. Mais on a surtout ce personnage d'Ulysse, donc ce personnage un peu paternel, rassurant, sage, donc toute la sagesse qu'on peut imaginer. Et en même temps, il se bat avec un sabre laser, enfin un pistolet qui devient un sabre laser. Il a un bouclier qui sort de sa montre. Il a des rétro jetpacks dans le dos. Il a un vaisseau qui se transforme, 3 vaisseaux, celui pour lui, son fils et sa fille adoptive, qui se mergent, s'imbriquent en un seul, et on a ce vaisseau. Gurren Lagann l'a mieux fait, mais. Ce vaisseau, oui, mais ils ont des casques en tête de tigre. et ils ont donc le vaisseau général qui s'appelle l'Odysseus, avec son ordinateur de bord à voix féminine qui s'appelle Sherka, qui est un vaisseau en forme d'ovale, qui est creux à l'intérieur. Un petit peu, je sais pas si vous avez vu Ahsoka, mais l'œil de Sion, là, le vaisseau qui permet de se balader à travers les galaxies, oui. là, c'est un vaisseau rond comme ça. Et en fait, c'était une reprise du logo de France 3. Non mais il y avait une espèce de truc, et c'est un des vaisseaux, je trouve, les plus classe ever, avec une espèce d'œil au milieu qui est le réacteur du vaisseau. Et en fait, il y a plein de personnages dans le premier épisode, et comme Ulysse va terrasser le Cyclope, il va être puni par les dieux.
Et donc il y a une voix off comme ça qui a marqué toute une génération, où en fait tous les personnages en dehors d'Ulysse sont damnés, on va dire, et deviennent léthargiques et flottent dans l'espace. Et le vaisseau est perdu entre les dimensions. Et donc tout l'enjeu, c'est de réussir à retrouver la clé, la route vers la Terre. Et en ça, il n'y a que les enfants qui ont échappé à ça, et Ulysse. Donc on se retrouve juste avec Ulysse, son fils, donc Thémis qui a des pouvoirs un peu psy, et le petit robot Nono. Et à chaque fois, on va aller faire les étapes. Donc on va voir Circé, on va avoir les lotophages, on va voir toutes les grandes étapes, les sirènes des voyages d'Ulysse, mais retranscrits dans un monde de science-fiction, et toujours des vaisseaux qui sont censés représenter le méchant Poséidon et Hadès, donc des vaisseaux en forme de trident et ce genre de choses. Il y a une esthétique complètement perchée avec des musiques disturb, des espèces de colonnes grecques entrelacées pour former comme des flocons en 3 dimensions qui sont suspendus dans l'espace. Il y a toute une iconographie comme ça, et moi c'est vraiment un truc qui j'avais d'un côté mes parents qui disaient mais c'est trop bien, ça suit le bouquin, enfin tu vois, ça suit l'œuvre, donc ça l'éveille quelque part à cette culture là, et en même temps j'avais tout ce que je pouvais avoir de cool, de trendy, etc. Donc voilà, c'est pour moi un truc qui est ultra marquant. Ça se refait un petit peu sur le succès d'une série de films aux États-Unis avec une galaxie lointaine et des vaisseaux spatiaux, etc. Évidemment, et puis il y avait eu Goldorak, il y avait eu Albator, donc il y avait aussi l'héritage de tout ça. Alors Goldorak moins, mais plutôt Captain Flamme, pardon, et Albator. Et donc voilà, moi c'est vraiment un truc qui m'a complètement retourné à l'époque. Les génériques font partie des génériques les plus chantés en karaoké quand on parle de ça. Voilà, donc voilà, retenez plusieurs choses. Un, c'est ce Dream Team, et deux, c'est cette logique qu'il peut y avoir dans ma construction psychique entre vraiment la tradition du classique et tout ce que moi je peux y rajouter dans des œuvres un petit peu syncrétiques qui viennent s'intercaler au milieu. J'ai une question pour toi. Est-ce que le gentilé d'Ithac, ce serait pas les Itaku? Oh, elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal. Merci bien. Eh bien moi je vais lancer ma carte Ithac puisque je vais vous... Tu veux dire que c'est l'heure Voilà, vous l'avez compris, évidemment on va parler beaucoup plus grand public, beaucoup plus années 2000, là on est à fond dedans là. On va parler de Yu-Gi-Oh puisque c'est mon premier choix. Et c'est, je pense, quelque chose qui est arrivé assez tôt pour moi. Je disais que voilà, sur M6, il y avait eu des tentatives, en tout cas, ils avaient aussi amené leurs propres animés japonais à l'antenne. Il y avait eu, j'aurais pu choisir Sakura. Il y avait eu aussi un Gundam, je crois que c'était Gundam Wing qu'ils avaient dû diffuser à l'époque. Mais je pense que mon premier contact vraiment avec l'animation japonaise sur M6 c'est venu de Yu-Gi-Oh! Et c'est pourquoi ça m'a accroché et qu'est-ce que ça a engendré derrière. Je pense que c'est vraiment ce qui pour moi s'imbriquait le mieux avec mon rapport aux cartes, aux jeux que je pense j'avais déjà, mais qui n'a fait que s'amplifier par la suite. C'est pas non plus un hasard si je bosse pour une boîte de poker aujourd'hui, mais il y avait quand même J'avais jamais fait le lien, t'es en train de me mind blown là. Non, mais il y avait un truc chez moi avec avec mes parents d'une manière générale, mais avec mes grands-parents, un rapport au jeu, aux jeux de société et aux cartes de façon très très basique quoi. J'ai joué à la belote avec mon grand-père, etc. Enfin, c'est quelque chose qui m'appelait très très vite, et le côté jeu, règles, personnage et quelque chose de très très facile à comprendre. Mais surtout, je crois que Yu-Gi-Oh! Ce qui a fait que j'ai continué à regarder, c'était deux choses. C'était d'un côté un peu comme toi, c'est-à-dire Menro, ça dépassait le simple jeu de cartes. Il y avait tout de suite, très tôt, ça allait chercher du côté de la mythologie. Avec une manière complètement pétée, certes, mais... L'Égypte, là, pour le coup, voilà, essentiellement. Pour le coup, les 3 dieux égyptiens. Et un peu de Heroic Fantasy avec les dragons, ou même pas? Exact, si, après... Je connais très mal, c'est pour ça. Après, ça convoquait énormément de choses dans un espèce de grand bordel désorganisé, mais dès le départ, il y avait effectivement cette pyramide qui transformait le personnage principal. D'ailleurs, j'ai lu les premiers mangas après. C'est différent. C'est complètement abusif, la manière dont il se transforme, mais dans le cadre de l'animé, il se transforme dans une partie, c'est-à-dire il devient complètement vénère parce qu'il veut aller fumer le mec en face de lui, mais dans les premiers mangas.
c'est dans la vie quotidienne. C'est-à-dire, il se fait bully par un mec, et au départ, quand il contrôle pas vraiment ses pouvoirs, le personnage est tout chétif et tout d'un coup, son espèce de collier pendule prend le pouvoir sur lui, et il devient un mec hyper vénère, une espèce de divinité comme ça, et il va buter les mecs dans une ruelle et de façon complètement c'est très très graphique et tout, et waouh, quand tu découvres ça après avoir vu l'animé qui est relativement gentillet, ok, faut vraiment pas venir le faire chez Yugi. En fait, le créateur de Yu-Gi-Oh à la base voulait créer un seinen, donc un manga qui était destiné aux adultes. Ah mais oui. Et sur les premiers tomes, ça se voit, l'idée du le jeu de cartes, il arrive bien après en fait. Ouais, en fait le jeu de cartes, ça devait être que un des innombrables jeux qu'il y avait dans Yu-Gi-Oh, où en fait l'âme qui le possède, le grand dieu, enfin le grand pharaon. J'ai oublié le nom du mec. Dont j'ai oublié le nom aussi, j'avoue. Lui, en fait, c'est juste un dieu des jeux, point barre. Et à chaque fois que il veut latter quelqu'un, il lance un jeu des ténèbres où si tu perds, tu meurs. Ouais, c'est pas genre tu es dans le Shadow Realm comme a fait l'animé, tu vois, c'est genre t'es vraiment mort. Et littéralement, le premier défi, c'est j'ai mis un scorpion dans la chaussure et on doit récupérer des pièces à la main. Mais si tu te fais piquer, voilà quoi, tu l'as dans le cul directement quoi. Et c'est en 1 ou 2 tomes, en fait, il s'est rendu compte que le jeu de cartes qu'il avait créé à la base que pour juste déblayer un truc était devenu tellement populaire qu'il s'est refocalisé sur ça, quoi. Voilà, et c'est clairement ça qui m'a accroché, mais aussi c'était pour moi le premier contact avec vraiment le shonen tel qu'on l'entend, à savoir un sens du suspense, de la dramaturgie, de la stratégie, où vraiment c'était over the top tout du long. Enfin, il y a vous avez sûrement vu, si vous nous écoutez, au moins un épisode de Yu-Gi-Oh! Ou vu des espèces des extraits, mais il y a une dramaturgie dans la manière de retourner les cartes, de les poser, tu as activé ma carte piège, et puis en fait, depuis le début, je t'ai amené à faire ce que je voulais, et en fait, là, je déclenche une série d'événements qui va faire que oui, je suis tombé à 100 points, mais hop, je vais te fumer en 3 tours, et ce truc qu'avait Yugi, et c'était... Tu ne le sais pas encore, mais je connaissais pas à l'époque le survivant, mais c'était dans 3 tours, tu vas mourir, et tu vois, il est dans une situation pourrie, il a un monstre éclaté sur son terrain, et t'es là, mais comment il va s'en sortir? C'est pas possible. Et le mec en face a effectivement ce côté très arrogant de ah, mais tu crois vraiment que tu vas m'avoir et tout, et il développe lui des personnages ultra bourrins et tout. Et il y avait ce sens de retournement. Bah oui, du retournement et de la stratégie en fait. Et que j'ai eu du mal à retrouver après dans les animés qui sont clairement axés. Bah, typiquement, je parlais de Promised Neverland ou même un peu Shingeki no Kyojin a un peu ce côté-là parfois, des animés justement qui sont très dans la stratégie et l'élaboration de missions, etc. Où finalement le fait de les voir élaborer leur plan est plus le sujet que le plan lui-même. Ça m'a jamais autant passionné que de voir littéralement les pièces se mettre en place sur un échiquier. En plus, il y a quelque chose de très très graphique dans les premiers arcs où ils sont vraiment sur des scènes, enfin des arènes. De la réalité augmentée dans les animés. Et vraiment, t'as l'impression que le jeu de cartes c'est le truc le plus ultime qui peut se passer dans le monde, avec des simples cartes qui prennent ville et les monstres égyptiens dans l'arc 3 ou 4, je sais plus, qui vient après un arc un peu moins intéressant, alors que 13 Isekai là, mais quand ils reprennent le dessus, justement, ils développent les monstres égyptiens pour en faire quelque chose où vraiment ils sont en haut d'une tour et t'as le dragon qui entoure sa queue autour du gratte-ciel. Enfin, ça allait tellement loin que en fait à chaque fois tu te demandais comment est-ce qu'ils allaient pouvoir passer à la vitesse suivante. Et voilà, il y a des cartes qui sont entrées littéralement dans la pop culture, quoi. Le truc Exodia le maudit avec tu ramènes Exodia le maudit, voilà, qui ramène les différentes cartes pourries pour en faire le monstre ultime. Dès les premiers épisodes, t'as le combat ultime entre Yugi et Seto Kaiba où il te sort le dragon blanc aux yeux bleus, et tout de suite c'est soi-disant le monstre le plus puissant. Effectivement, d'ailleurs on va comprendre qu'il y en a d'autres. Et d'ailleurs, fun fact, je le glisse maintenant puisqu'on parle de Seto Kaiba et du dragon blanc aux yeux bleus, j'ai rencontré complètement par hasard et indirectement grâce à Xari d'ailleurs, que je salue s'il nous écoute, le doubleur de Seto Kaiba. C'était un tournoi de poker Winamax en Espagne, et au moment d'une pause, je vais voir Xari, et puis il y a
cet homme qui se présente, qui s'appelle Nessim Guetta. Voilà, je lui fais lui aussi un coucou, puisqu'il vient très régulièrement sur les tournois de poker Winamax. Et il dit bah voilà, c'est moi le doubleur de Seto Kaiba, on est censé se rencontrer pour tourner une vidéo un peu plus tard dans le week-end. Voilà, j'ai rencontré ce mec-là, j'ai découvert un peu la suite de sa carrière. C'est quand même un mec qui fait aussi Miaous dans Pokémon, qui a une carrière de doubleur en dehors des animés, hein, qui fait Eric, donc Alexander Skarsgård dans True Blood, qui fait aussi Chuck Bass, si jamais vous regardez Gossip Girl. Enfin, c'est un mec qui a Et une la grande prochaine fois carrière. que tu le croises, il fera la pub de legrandpop.fr évidemment, avec la voix de Seto Avec la voix de Seto Kaiba, bien sûr. Ouais. Et c'est très drôle pour la blague, c'est qu'il faisait à l'époque la voix la voix française de l'acteur qui jouait Jafar dans le Aladdin de Guy Ritchie en live. Et à ce moment-là, dans l'équipe Winamax, on avait un mec qui s'appelait Aladdin. Donc il y avait la photo à faire entre Jafar et Aladdin. Bref, en tout cas voilà, moi Yu-Gi-Oh, ça m'a marqué pour tout ça. C'est derrière, c'est devenu, je pense que c'est pas innocent si après je me suis intéressé aux jeux de cartes, que ce soit en jeu vidéo ou en physique. Enfin, je pense que c'était ma porte d'entrée vers Magic notamment. J'ai jamais eu de jeu de cartes Yu-Gi-Oh ou quoi que ce soit. J'ai fait des parties avec des potes qu'on avait, mais ça a rejoint à ce moment-là mon amour des dessins animés et ma passion du jeu, quoi, en l'amenant vers autre chose de plus. Voilà. Je veux bien m'immiscer un petit peu dans ton souvenir, parce vas-y. que Yu-Gi-Oh c'est aussi une petite Madeleine de Proust, hein. Littéralement on a le même âge, Exactement. donc on a vécu un peu la même chose. Yu-Gi-Oh, pareil que toi, c'est le rapport aux cartes, au jeu. C'est quand même le premier jeu pour lequel j'ai été à un tournoi quand j'avais 12-13 ans, entouré de trentenaires et quarantenaires qui avaient acheté toutes les cartes. Beaucoup trop d'argent à dépenser là-dedans. Immédiatement lessivé et m'ont bien sûr bien arnaqué en me faisant échanger une carte où moi j'étais là, pour me faire aimer, je suis obligé de. Voilà, tu vois. Et c'est aussi un souvenir avec ma grand-mère, puisque j'étais surfan de Yu-Gi-Oh! Qui est passé sur Canal J avant de passer sur les chaînes hertziennes. Et à l'époque où ça passait sur Canal J, les cartes n'étaient pas encore sorties en France, mais il y avait certains. Alors je crois que c'est les Toys R Us où. Il y a un club jouet ou je sais pas quoi, qui avait importé des cartes en anglais, où du coup j'ai fait traduire les cartes en anglais à ma grand-mère qui comprenait absolument rien mais qui était adorable et qui me les avait traduits. Je comprenais rien de ce qu'elle me disait de toute manière, tu vois, genre invoquer un mot, je savais pas ce que voulait dire invoquer en étant gamin, mais il y a ce petit truc qui me revient à chaque fois sur Yu-Gi-Oh! Où j'avoue que même aujourd'hui j'ai encore envie de me monter un deck Toon avec le monde des Toons. Sauf qu'aujourd'hui monter un deck c'est 300 balles, donc je le ferai pas tout de suite, quoi. Non, clairement, et j'ai jamais passé non plus le pas de même d'acheter les jeux vidéo bizarrement, alors que même j'ai eu des jeux vidéo Magic, mais Yu-Gi-Oh! Non, pour moi c'était ce souvenir très ancré dans une époque. Et d'ailleurs très vite ça a vrillé, même à partir du moment où ils commencent à avoir, ils peuvent faire des combats n'importe où, et ils ont un truc qui se clipse sur leurs bras, ils font des combats dans la rue. En fait, tu perdais la grandiloquence, ça existait en plus, ils déclinaient tout était plastique, tout était prétexte à faire des produits dérivés, et à partir de ce moment-là où ils peuvent un peu se faire des duels un peu n'importe où, je trouvais que ça perdait de la grandiloquence. Moi j'aimais bien le côté arène, affrontement très localisé et tout, et puis ensuite c'est parti en délire où c'est là où il y avait les dieux égyptiens, hein. C'est Battle City, ou je sais plus c'est celui-là, c'est cet arc-là en fait. J'ai dû regarder ça effectivement quand même, mais après ça part sur des motos, je sais pas quoi, et là, c'est Yu-Gi-Oh! DX machin, là, c'est Moi pour le coup effectivement je suis passé complètement à côté. Alors je connais le personnage parce que comme tu le disais c'est devenu un mème, c'est ancré pas le personnage, mais il y a plein de trucs, et puis surtout j'en ai mangé pendant plusieurs années avec mon job à l'époque du stream, avec Zulu, avec Jiraya. C'est clair. C'est revenu tellement qui fort ces du dernières jeu années. de cartes, de club Yu-Gi-Oh! Sur place, comme ça, donc tous les j'invoque les machins, et pour le coup même Zulu avait fait des habits à l'effigie des personnages. Il a même il a créé un système de réalité augmentée littérale, où il s'est fait bloquer par Konami tristement, mais il y a passé des années à bosser là-dessus avec plein d'autres gens, hein, bien sûr, hein, mais le peu qu'on a vu, parce que du coup il s'est fait bloquer, il a carrément été repris par énormément de chaînes américaines, etc. Donc vraiment on a marqué, quoi. Il y a un des spécialistes de Yu-Gi en France. Il y a un vrai truc pop culture, grand public, qui dépasse largement l'animé aujourd'hui, quoi. Mais aujourd'hui le jeu de cartes, si tu veux gagner, en fait les règles sont tellement pétées
que tu peux gagner en un tour hyper rapidement parce que c'est une invocation qui te permet de faire une invocation qui permet d'envoyer dans le cimetière, qui te permet de bannir, qui te permet de renvoyer sur le terrain, etc. C'est devenu vraiment n'importe quoi le jeu de cartes. Mais j'avoue que j'ai toujours un peu envie d'y jouer de temps à autre. Moi. C'est comme Magic, quoi. C'est resté ce truc de l'enfance où t'as envie d'y replonger, quoi. Puis il y avait ce dos iconique des cartes. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est vraiment resté et qui continue de cartonner aujourd'hui, comme tout ce qui est produits dérivés pour des gens qui avaient 10 ans à l'époque et qui en ont 30-40 aujourd'hui, qui peuvent mettre des sous dedans. En parlant de sous mis dedans, je vois derrière moi une étagère avec beaucoup de choses. Il y a des mangas, il y a des jeux, il y a des livres, il y a des OAV, il y a beaucoup de choses qui sont en rapport à une série. Et tu vas nous en parler. Mais là, il y a une shrine. Il y a un petit hôtel. Clairement, oui. Évidemment, c'est pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, savent déjà ce que je vais dire. C'est Dotahaku Sign. Alors, sachez que Dotak, il faut le prononcer Dotak, mais ça s'écrit point hack comme à l'anglaise et sign qui est comme le film // sign. Alors, faut savoir que Dotak Sign, c'est le début d'un des premiers projets cross-média jamais créés par une entreprise japonaise, à savoir CyberConnect2, qu'on connaît aujourd'hui, c'est un développeur de jeux vidéo, qu'on connaît aujourd'hui particulièrement pour avoir fait les Naruto, Ultimate, etc. Mais à la base, ils avaient leur propre série, notamment 2 qui ont marqué leur époque, Solatorobo, qui était un truc de guerre mais avec des furries globalement, des animaux humanoïdes, et Dotak, qui était en fait un projet où le premier pas dans cet univers-là qu'ils ont créé, c'était Dotak Sign, donc l'animé de l'époque qui était diffusé sur Game One en VOST. Voilà, et j'ai vu une bonne partie de la première saison, je pense. Mais même s'ils étaient diffusés vraiment dans le mauvais ordre. J'avais du mal à comprendre la logique du bordel, mais dès que je tombais dessus, je bloquais. D'autant que la logique est assez complexe. Alors sachez qu'aujourd'hui, vous connaissez bien Sword Art Online, des trucs comme ça, et le terme Isekai, qui veut simplement dire d'être transvasé dans un autre monde. Sekai, c'est monde, Isekai, c'est un autre, tout bêtement en japonais. Et la plupart du temps, c'est tu te fais balancer dans un MMORPG. C'est le grand délire. Sauf que l'initiateur, ou plus ou moins le doyen de cette tendance, c'est Dotak Sign, qui est un animé qui raconte l'histoire de Tsukasa. Tsukasa, qui est une personne qui se retrouve bloquée dans un MMO et qui n'a littéralement plus conscience de son corps, ne sait absolument pas ce qui se passe, sauf que c'est la seule personne. C'est pas ah oui, tous les joueurs sont bloqués, il y a un grand Manitou qui veut te flinguer, etc. C'est juste une personne complètement paumée dans un jeu et qui est assez antipathique, qui est assez asociale, qui a peur d'être au contact des gens, etc. Mais elle est accompagnée d'une espèce d'icône, un chat volant qui parle pas vraiment, mais tu comprends qu'ils se comprennent quand même. Et petit à petit, la série évolue et tu te rends compte qu'en fait, il y a quelque chose de bizarre dans ce MMORPG, comme s'il y avait une sorte de divinité qui avait autant influence dans le MMO que dans le monde réel. Et tu te rends compte que finalement, Tsukasa, c'est peut-être pas forcément la personne qu'on pensait que c'était, qu'il y a plein de choses à retracer. Et c'est en fait un animé qui démarre tout le monde de The World, qui est le nom du MMORPG auquel jouent ces joueurs. Et de ton Wi-Fi. Et de mon Wi-Fi évidemment qui est en référence, parce que comme ça je peux dire que je me connecte à The World, et donc ça c'est la tradition, mon Wi-Fi s'appelle The World, mais en gros toute l'idée c'est à quel point peut aller le numérique dans le monde réel. Et le truc c'est que ça c'est une série qui est du début, vraiment début des années 2000, voire fin 90 honnêtement, il me semble que c'est 2000-2001, qui a prédit énormément de choses de ce qui est arrivé ensuite, en fait, le fait de pouvoir contrôler numériquement des interfaces physiques, le fait qu'il y ait des réseaux sociaux qui se créent, la mouvance des NEET, des hikikomori qui s'enferment chez eux, qui se font happer par le numérique au point d'oublier leur propre vie. Le métaverse. Le métaverse, ouais, fondamentalement, même si évidemment on l'appelait pas comme ça, mais il y a toujours en fait ces deux parties qui est une partie très cyberpunk où du coup on imagine quelque part l'outil numérique tel qu'il va devenir, et littéralement les casques VR, la première fois que j'en ai vu c'était un concept dans Dotak, et il y a aussi une partie philosophique parce que
si The World a développé une sorte d'IA qui a une influence plus large que finalement le jeu vidéo dans lequel elle est, c'est parce qu'il y a aussi une histoire derrière où ça a été basé sur un poète philosophique qui a permis à l'IA de développer une conscience, où il y a une seconde conscience, une autre entité qui finalement fait la lutte entre cette espèce de déesse qui veut mener à bien la mission de l'homme et l'autre qui veut quelque part, qui est le virus quoi, de la chose. Et c'est un univers qui se développe dans l'animé, c'est finalement le premier pas, qu'est-ce que c'est le monde et qu'est-ce que c'est la philosophie derrière. Il y a les jeux ensuite qui te permettent de vraiment incarner un personnage principal qui sont des petites figurines qu'on peut retrouver toujours devant ma télé depuis des temps immémoriaux aussi. Et on a toujours un manga qui clôt un petit peu le cycle. Et c'est finalement une série qui s'est développée sur le temps, où maintenant on a des romans qui permettent d'avoir d'autres perspectives, notamment il y a Another Birth qui permet d'avoir la perspective de l'héroïne plutôt que du héros. On a des mangas qui vont développer les destinées de certains petits personnages où tu savais pas qu'ils avaient un réel impact dans le truc, et au final, si, de ouf. Mais aucun des supports n'est une adaptation de l'autre. C'est-à-dire que chaque support développe une nouvelle histoire à travers un nouveau moyen. L'univers en lui-même est assez riche pour que tu puisses vraiment tout développer. Alors après, il y a quand même quelques petites adaptations en manga des histoires des jeux vidéo, parce que c'est 4 jeux vidéo sur le premier cycle. Il y a des cycles en fait aussi qui correspondent finalement à la version de The World auquel on joue, et avec des influences différentes, des gameplays différents, etc. Mais là le premier est plus Heroic Fantasy pour caricaturer un petit peu. Oui, c'est totalement Heroic Fantasy, il n'y a pas de feinte, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là où aujourd'hui le délire Isekai se focalise sur le gameplay, et genre créer des gars tout puissants ou ce genre de choses, Dotak n'utilise ce contexte que pour nous questionner sur la condition d'être humain en fait. Qu'est-ce que c'est que d'être un être humain ? Qu'est-ce que c'est qu'une divinité finalement ? Est-ce que l'ère numérique ne va pas nous faire créer des divinités ? À ce moment-là, quels sont l'impact que ça peut avoir ? Et c'est quelque chose qui en fait m'a complètement fasciné dès que j'ai été gamin, et c'est ce qui m'a poussé à essayer de comprendre comment fonctionnait l'outil informatique. C'est ce qui m'a poussé à me tourner vers les jeux vidéo, vers les MMO. J'ai été sur des Fly FF, etc., puis des World of Warcraft, pour ceux qui ont connu la même époque. Et je n'ai jamais lâché finalement cette obsession de la high-tech et de ce que ça pouvait en fait dire pour l'être humain lui-même, l'impact que ça pouvait avoir. Et ça, je le dois vraiment à Dotak, en prime de quelque part se pencher aussi sur la psyché humaine, parce que Tsukasa est une personne assez complexe en vérité, et toute l'idée de cet animé, c'est autant d'essayer de sortir cette personne de ce monde, de lui faire quelque part comprendre ce qui s'est passé, lui faire retrouver son corps, que de sauver énormément de gens qui tombent dans le coma mystérieusement et tu ne sais pas pourquoi. Et la plupart du temps, ça va être aussi lié à une affliction mentale, psychique, où il va falloir travailler certaines choses, etc. Donc c'est finalement plus intelligent qu'on ne voudrait bien le croire, sous couvert d'être sur un jeu vidéo. Ça ne parle finalement très peu de jeux vidéo, et ça parle surtout de l'homme, avec un grand H évidemment. Et c'est ce qui aujourd'hui a créé ce contexte où je suis autant fasciné par ce qui se passe dans la tête des gens que l'outil informatique lui-même et l'impact qu'il peut avoir sur les gens, quoi. Donc vous l'avez compris, sans Dotak, pas de Otaksu, pas de chaîne YouTube Otaksu, et pas de Le Grand Pop finalement. Donc Dotak c'est bien, allez-y. Le Wingmaster est réel, quoi. Voilà, et c'est complètement validé. Et c'est ainsi que s'achève cette première partie de cet épisode. Oui, on a fait un petit peu long, hein, mais vous inquiétez pas, vous retrouverez la deuxième partie très très vite. D'ici là, on vous donne rendez-vous sur tous les réseaux sociaux de Le Grand Pop, @legrandpopfr, sur Twitter, sur Instagram. Venez nous suivre sur Discord, et surtout laissez-nous des petits commentaires sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube. On vous donnera nos prochaines recommandations et notre recommandation finale dans la partie 2. Et donc on espère que vous serez avec nous, et on vous dit à très vite. Des bisous.